de passer le pont. Bonjour à tous, il suffit de passer le pont à l'hôpital Necker à l'espace plein ciel comme quasiment toutes les semaines. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Clémence Baillot d'Estivo. Bonjour Clémence. Bonjour Damien. Il paraît qu'on dit que le violoncelle est ce qui se rapproche le plus de la voix humaine, n'est-ce pas? C'est un peu un poncif, on peut dire. Notre sous-titre. Voilà, c'est ça. Donc tu vas nous confirmer si c'est le cas ou pas, puisque tu es violoncelliste. Tout à fait. On va parler donc de violoncelle, de musique aujourd'hui avec toi. Comme je t'ai prévenu avant l'émission, je commence toujours avec mon petit jeu, la minute pour parler de soi. Alors c'est vraiment montre en main que tu as. Donc tu as une minute pour nous dire absolument ce que tu veux sur toi. Est-ce que tu es prête? Je suis a priori prête. Voilà, on n'est jamais vraiment prêt pour cette expérience. Non, pas exactement. Voilà. Eh bien écoute, c'est parti. Alors je m'appelle Clémence. J'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis violoncelliste, je suis chanteuse, je suis parisienne de naissance et de cœur. Mais j'ai le permis de conduire. J'aime boire du thé. Je suis allergique aux poils de chat. Que dire d'autre? J'aime énormément la musique. Ce n'est pas une nouvelle, la musique classique, mais aussi le rock européen et argentin, plus précisément. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup lire. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Les détectives sauvages de Roberto Bolaño, qui est un auteur chilien. Je parle 3 langues, plus ou moins bien. Et que dire d'autre? C'est pas évident en fait. Et voilà. Donc en fait j'ai tout dit. Exactement, la minute est terminée. Merci beaucoup. Je note que après ton prénom et voilà, je suis musicienne. Je suis parisienne. Ouais. Ça tient une place particulièrement importante chez toi. C'est qu'en ce moment je suis en plein changement d'adresse, donc forcément ça me questionne. Mais oui, je suis née à Paris et j'ai fait de la musique à Paris. Quasiment toute ma vie, sauf quand je me suis exilée à droite ou à gauche quelques années. Jamais bien loin, jamais bien longtemps. Tu veux que je te raconte mon histoire musicale? J'aimerais beaucoup que tu nous dises un peu comment tu es entrée dans la musique. Alors, je sais même pas exactement, puisque ma mère est musicienne, ma mère est pianiste. Et la légende raconte que déjà, je réagissais à la musique avant de naître. Voilà. Donc j'ai toujours été en musique. Et j'ai commencé à faire de la musique, d'abord du chant et de la danse vers 4 ans, même si en fait je chantais à la maison, je dansais, j'adorais ça. J'ai d'abord voulu faire du violon et je me suis dirigée vers le violoncelle après avoir essayé le violon. Non pas que j'aime pas le violon, j'aime énormément cet instrument, mais c'était pas très agréable pour moi de l'avoir sur l'épaule et d'avoir une corde de mi qui... La fameuse corde de mi. La fameuse corde de mi très aiguë. Oui, dont on parle souvent, puisque c'est la corde métallique du violon. Il faut aimer, c'est vrai. Voilà, alors que le violoncelle, je me suis dit, ils ont l'air tellement sympas assis sur leur chaise, ça a l'air tellement plus cool, et ça l'est. Donc c'est un peu par paresse finalement que tu as commencé le violoncelle. Finalement, c'est complètement par paresse, exactement. D'accord. Avant de savoir que ça pesait très lourd. D'accord. Ça, on ne nous prévient jamais. D'accord. Mais donc, lorsque ta mère jouait du piano, tu réagissais déjà, c'est ça que tu nous as dit? Oui, il semblerait que... D'accord, on t'a raconté que j'avais déjà commencé à danser. Ouais. À moins 3 mois. Alors, j'ai noté aussi que tu mentionnais finalement pas mal l'Amérique latine, puisque tu nous parles de rock argentin, et puis là tu es en train de lire un livre apparemment d'un Chilien, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est vraiment par un goût prononcé pour la culture sud-américaine?
C'est né d'un hasard total. Alors là, on va faire un grand saut dans le temps, puisque je t'ai parlé de mes tout débuts musicaux, et là, on va parler de la fin des études, puisque j'ai étudié au Conservatoire national supérieur de Paris, le CNSMDP. Et en fin d'études, j'ai dû faire un stage que j'ai fait un peu par hasard en Équateur. Je ne savais même pas où c'était sur une carte. Je suis partie là-bas 1 mois, enseigner la musique de Stockhausen à des étudiants en licence à l'université des arts de l'Équateur. Et donc ça a été une plongée totale dans un univers latino-américain dont je ne savais absolument rien. À l'époque, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Je ne connaissais rien à cette culture et donc j'ai tout découvert avec des yeux d'enfant. Et ça m'a plu. Mais tu étais spécialisée déjà un peu dans la musique contemporaine, pour aller enseigner Stockhausen en Argentine ou en Équateur. En Équateur. Dans les Andes. Il faut qu'avant tu aies eu une certaine spécialisation dans cette musique ou c'est ça par goût aussi? Par goût, oui. Je pense pas avoir une véritable spécialité en musique contemporaine. Mais j'ai toujours été intéressée par la musique de création, ça c'est certain. D'ailleurs, le projet s'articulait aussi autour de l'improvisation entre des pièces de Karlheinz Stockhausen, qui est un compositeur du XXe siècle, qui appartenait à une certaine forme d'avant-garde de son vivant. Donc voilà, c'était plutôt ce goût-là, en fait, pour de la musique vivante créée aujourd'hui. Et comment était reçue la musique de Stockhausen en Équateur? Plutôt bien, parce que l'idée était que les étudiants se l'approprient. C'était un projet où on demandait d'orchestrer. Alors, orchestrer, ça veut dire choisir des instruments pour jouer telle ou telle phrase dans une partition. Et donc, il y avait un travail de manipulation du matériau. Pardon, je parle dans des termes un peu techniques. On passera vite sur ces, si tu veux. Qui ont permis de casser une forme de distance qu'on peut avoir parfois avec le texte musical. D'accord, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a surtout en musique classique, une espèce de sacralisation de la partition, du texte. Oui, le texte est toujours un peu biblique, sans aucune lecture exégétique. Il ne faut pas en changer une virgule. Alors que finalement, moi j'ai toujours remarqué que l'écriture musicale était somme toute assez vague. C'est-à-dire que il y a un tas de non-dits, de non-écrits, je trouve, dans la façon d'écrire la musique, et que la liberté est beaucoup plus grande que ce qu'on pense très souvent. Tout à fait. Voilà, c'était ma petite contribution au débat. Alors, parlons du violoncelle, parce que parmi ceux qui nous écoutent là à l'hôpital Necker, peut-être que certains n'ont pas une idée très très précise de ce qu'est le violoncelle, de comment ça se joue, de comment le son est produit. Donc peut-être que tu peux nous faire un petit résumé. Oui, alors le violoncelle, c'est un instrument à cordes frottées. C'est le grand frère du violon. Il est plus grand, plus gros, plus lourd et plus grave. On en joue avec un archet qui est une baguette de bois de Pernambouc avec une mèche en crin de cheval. Et on frotte les cordes avec cet archet et ça crée une vibration qui est transmise ensuite dans la caisse de résonance et qui fait ce son magnifique qu'on entend en arrière-plan. Alors, à quel moment tu t'es dit ça y est, c'est ça que je veux faire de ma vie, entre autres, puisque si j'ai bien compris, tu as aussi une autre activité de chanteuse, de rock, on en parlera peut-être, mais en tout cas, il y a toujours un moment, j'ai l'impression, d'après les conversations que j'ai pu avoir avec d'autres musiciens aussi, un moment où on se dit, ça y est, je sais que j'ai envie de faire ça, et de continuer à le faire le plus longtemps possible. En fait, immédiatement. Je pense même que j'ai commencé en sachant que j'en ferais toute ma vie. D'accord. Puisqu'on a retrouvé avec mes parents des extraits de lettres ou journaux intimes que je m'amusais à écrire enfant. Et je disais déjà, je suis violoncelliste. C'était un acte, c'était une profession de foi. Donc je te dirais depuis le jour 1, voire même avant de commencer. D'accord, et alors tu te souviens de ton premier cours de violoncelle ? Eh bien, pas très bien. Paradoxalement. Je pense que j'étais sûrement un peu frustrée de commencer par jouer des cordes à vide et pas les suites de Bach qu'on entend en fond aujourd'hui. Je les ai apprises un peu plus tard. En fin de première année, je pouvais déjà jouer un petit bout d'un petit extrait qui peut se jouer assez facilement avec des moyens rudimentaires.
Mais en revanche, j'ai des souvenirs magnifiques de cours de violoncelle un peu tout au long de mon enseignement. Et de musique d'ensemble, des souvenirs d'orchestre, des souvenirs de musique de chambre aussi, très forts. Quels sont les artistes qui t'ont marqué, que tu les aies rencontrés ou non d'ailleurs? En premier lieu, je pense que la violoncelliste qui est vraiment très importante dans ma vie, c'est Jacqueline Dupré, qui a une carrière magnifique, assez fulgurante et foudroyante. Voilà, tout me touche chez cette femme, le son de son instrument, sa vie, sa manière d'être au monde. Donc c'est une des violoncellistes que j'ai le plus admirée. Ensuite, il y en a évidemment plein d'autres. Je citerai en vrac des violoncellistes qui n'ont absolument rien à voir entre eux, mais Truls Mork, János Starker. János Starker, qui était le professeur de la professeure que j'ai eue ensuite dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, c'est un personnage aussi très important dans ma manière de concevoir la manière dont on joue du violoncelle, puisqu'il y a plusieurs écoles, comme dans toute discipline spécialisée. Évidemment, là, j'ai plein de noms qui arrivent en vrac, Jean-Guyen Queyras, Anne Gastinel, voilà, beaucoup de... Là, si je ne parle que de violoncelle. Oui. Parce qu'après, il y a d'autres grands musiciens que j'admire, comme... Maurizio Pollini au piano, Carlos Kleiber en tant que chef d'orchestre. Voilà. D'accord. Des gens qui font partie de mon imaginaire très proche, alors qu'ils sont très loin dans l'espace et dans le temps. Alors, le violoncelle a, on peut dire, un répertoire quand même assez large, assez varié. Ouais, on est gâtés. Voilà, effectivement. Donc, est-ce que toi, d'instinct, tu es porté vers certaines esthétiques, ou alors tu fais partie de ces musiciennes qui en fait sont complètement éclectiques et ont autant de plaisir à jouer la musique du Moyen-Âge que du Bartók ou du Mozart? Alors oui, c'est vrai que le répertoire est très large. Ensuite, si je parle vraiment de moi, mon répertoire il commence plutôt à partir de Bach, mais je suis plus à l'aise même à partir du 19e siècle. Qui représente aussi une forme d'âge d'or de l'écriture pour violoncelle, où la technique s'est vraiment étendue, il commence à y avoir de grands virtuoses, donc des compositeurs qui s'intéressent à cet instrument et à ses possibilités expressives, puisque auparavant le violoncelle était un instrument de basse, donc qui ne servait pas à raconter autre chose que de l'harmonie pour des voix de dessus. Donc voilà, il y a eu une émancipation du rôle du violoncelle au XVIIIe puis au XXe siècle, puis au XIXe siècle, pardon. Donc c'est vraiment le répertoire qui me passionne peut-être le plus, même si j'aime énormément le XXe siècle et la musique d'aujourd'hui, comme vous l'avez déjà compris. Et si tu veux que je te cite quelques compositeurs phares que j'aime énormément, je te ferai un trio de tête avec Dvorak, Schumann et Brahms. Voilà, là, ce qui me vient aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à Chopin, ce compositeur qui n'a quasiment écrit que pour piano. Mais qui nous a fait un cadeau. Mais voilà, qui a composé une sonate pour violoncelle et piano. Oui, pour son ami Auguste Franchomme. Qui est une sonate magnifique d'ailleurs. Oui. Et moi, je trouve toujours ça assez extraordinaire, ce compositeur qui était... pour lui, le piano, c'était son confident. C'était sa manière de vivre la musique, c'était par le piano. Et il y a très très peu d'œuvres... il n'y a pas d'œuvre d'ailleurs qui ne comporte pas de piano. Et bon voilà, il y a quand même un trio et cette sonate de violoncelle pour violoncelle et piano, qui est vraiment très belle et d'ailleurs que je conseille à tout le monde d'écouter. Mais tu nous parlais de Brahms et je pense que le moment est très très bien choisi pour écouter un petit extrait. Tu voulais qu'on écoute un extrait d'un quatuor avec piano de Brahms. Alors tu voulais qu'on l'écoute pour une raison particulière, je pense. Oui, alors bon, il y a deux raisons. Premièrement parce qu'il est magnifique. Deuxièmement puisque toi et moi nous allons le jouer jeudi soir. C'est vrai, j'avais oublié. Au conservatoire du 14e à 20h, entrée libre. Avis aux amateurs et amatrices. Exactement, voilà. Donc c'est un quatuor avec piano. Donc piano, violoncelle, alto, violon. Donc on appelle ça un quatuor avec piano dans le jargon. Là c'est le 3e, opus 60. Et nous ne pouvions pas ne pas vous proposer le 3e mouvement, qui est le mouvement lent, tout simplement parce qu'il commence par ce que moi je juge comme une des plus belles phrases, des plus beaux thèmes
de violoncelle de tous les temps. Donc Thibaut, ici présent, va nous faire écouter ça. Voilà, un petit extrait, le début en tout cas du troisième mouvement du troisième quatuor avec piano de Johannes Brahms. Et nous ne sommes pas sur France Musique. Non, nous ne sommes pas sur France Musique, mais bon, c'est bien quand même. Effectivement, bon, c'est magnifique, évidemment. C'est tellement tendre. Très inspiré, et puis c'est surtout ce que j'admire chez Brahms, c'est la longueur des phrases, quoi. C'est une espèce de générosité, de souffle. On a l'impression que la phrase va jamais finir et que ça pourrait continuer comme ça. Mais bon, il faut bien un jour faire une cadence et passer à autre chose. Hélas. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de le jouer aussi. Ah oui. Donc, avis aux amateurs, jeudi soir. Merci en tout cas d'avoir partagé ça. Avec grand plaisir. Avec nous. Alors moi, je voudrais quand même qu'on passe, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le fait que tu nous dises que tu aimais le rock argentin entre autres, oui. Et je pense que aussi tu le pratiques. Non, je ne suis pas une joueuse de rock argentine. Non, mais tu chantes, non, il me semble. Je chante dans des groupes, dans différents groupes, de la chanson plutôt. Je suis pas tellement chanteuse de rock. J'ai pas tout à fait la voix pour. J'aurais tellement aimé. Mais parle-nous de ça, parce que c'est toujours, je trouve assez riche d'avoir un pied dans plusieurs esthétiques. Oui. Alors en fait, le chant, c'est ma toute première discipline, puisque j'ai commencé la musique avec ça, puisque c'était tout ce que j'avais quand je ne jouais pas de violoncelle. Donc, et puis j'ai fait beaucoup de chorales. J'ai pas tout à fait respecté les textes. j'ai fait énormément de chorales pendant mes scolarités au conservatoire. Puis il a fallu faire des choix. J'ai choisi le violoncelle, etc. Puis j'ai repris le chant bien plus tard, en fin d'études au conservatoire à Paris. Donc j'avais la vingtaine bien tassée. Mais là c'est le chant lyrique, c'est ça, hein. J'ai fait 1 an de chant lyrique. Ouais. Mais c'était pas vraiment vers ça que je voulais me tourner. Je voulais des outils de technique vocale pour pas fatiguer. Et puis j'ai commencé à chanter dans des groupes avec des musiciens de jazz. Et j'ai jamais arrêté. D'accord. Voilà, donc je joue avec des musiciens de jazz, de la musique qui n'est pas du jazz. Tu veux que je te donne des noms de groupes, par exemple ? Je veux bien. Alors je joue dans un trio qui s'appelle Vera Desti, V-E-R-A plus loin Desti, D-E-S-T-I,
qui est un trio avec donc moi-même au chant et au violoncelle, un contrebassiste qui s'appelle Pierre-Antoine Despatures et un pianiste qui s'appelle Clément Mérienne. On a sorti un disque en 2021 qui s'appelle Primavera, où on reprend des chansons latino-américaines, forcément, hein, on ne se refait pas, des chansons cubaines et andines, donc des Andes. Et je chante dans un autre projet qui s'appelle La Cosna, donc ça c'est un quatuor avec la clarinettiste basse et saxophoniste Clémentine Ristor, le même contrebassiste Pierre-Antoine Despatures et un guitariste électrique qui s'appelle Benjamin Garçon. Dans ce projet-là, on reprend des chansons traditionnelles françaises du terroir qu'on a réarrangées avec une sauce un petit peu plus contemporaine. On a sorti un disque cet automne qui s'appelle Ni nuit ni jour. Voilà. Et je joue aussi dans un projet qui s'appelle Autruche. Autruche, astérisque, c'est le mot par lequel le correcteur automatique remplace le mot autrice, qui est un projet en trio vocal où on chante des chansons écrites par des femmes sur la condition féminine du XIIe siècle à nos jours. Voilà. D'accord. Où est-ce qu'on peut écouter tout ça ? Alors Autruche, on peut l'écouter en live. Il faut suivre le site de la compagnie Anna Sirma, qui est la compagnie avec qui on travaille. Et les 2 autres disques dont j'ai parlé, donc Primavera de Vera Desti et Ni nuit ni jour de la Cosna, sont sur toutes les plateformes de streaming. D'accord. Ben on va on regarder peut même tout les ça. acheter à la Fnac, il me semble encore. Oh là là. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet ? Je sais que c'est très difficile évidemment de choisir, il n'y a pas de hiérarchie nécessairement, mais là, à l'instant T, un projet qui te viendrait en tête, auquel tu as participé et dont tu voudrais nous parler, peut-être qui t'a marqué particulièrement, ou voilà, c'est à toi un peu de nous dire. Qui peut être un concert, par exemple ? Ça peut être un concert, ça peut être n'importe quoi. Là, ce qui me vient, ce serait plutôt mon premier concert professionnel. Je devais avoir 16 ans, donc tu vois, j'étais pas tout à fait professionnelle encore, mais les conditions l'étaient, où je jouais en trio avec piano, l'amphithéâtre de... Je sais plus le nom de cet amphithéâtre, à la Sorbonne. Oui, Richelieu. Richelieu, voilà. Où on jouait un programme avec un trio de Shostakovich, le premier trio de Shostakovich, celui en un mouvement, et je sais plus quoi d'autre, et le dernier trio de Dvorak, toujours lui. D'accord. Le Doumki Trio, parce qu'il fait partie des œuvres qui ont des petits surnoms. Et voilà, je crois que ça m'a confirmé ce que je savais déjà, que je voulais faire ça toute ma vie. Tu as l'air très porté vers justement le terroir, le folklore, parce que Dvorak, c'est un compositeur qui se sert énormément du folklore. Ouais. Et puis tu nous parles aussi d'un disque un peu pas dédié à ça, mais qui utilise en tout cas le folklore. Est-ce que c'est vrai ? Oui, j'avais jamais fait le lien entre mon goût pour les Doumka et l'album Ni nuit ni jour que j'ai sorti il y a 6 mois. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans les musiques de rituel, je dirais même, qui m'ont toujours intéressée, dans ce qu'on se transmet oralement, puisqu'on parle de transmission orale pour ces musiques, puisqu'elles ne sont pas écrites sur une partition. Ouais, qui doit être effectivement un petit fil conducteur dans mes goûts, sans que ce soit très conscient. Il y a beaucoup de compositeurs qui sont inspirés de la musique populaire de leur temps. Oui, Bartók, Kodály. Voilà, exactement. Mais même Schumann, de temps en temps, on retrouve des traces. Oui, bien sûr. Grieg aussi. Évidemment. Donc, et même Brahms, d'ailleurs. Donc, peut-être à explorer. C'est J'en parlerai avec le psychanalyste. Un de tes fils conducteurs. Voilà. Bon, en tout cas, je vois que le temps passe toujours un peu trop vite et qu'on est obligé un peu de se séparer. Mais je voulais te remercier d'être venu partager ce petit moment avec nous tous. Merci à toi pour l'invitation. Mais je t'en prie. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec... comme d'habitude, un invité surprise, puisque je ne sais pas encore qui pourra être là. Merci beaucoup à notre régisseur Thibaut, à Noé aussi. Merci à toute l'équipe de l'Espace Plein Ciel. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir Clémence. Au revoir Damien.